Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 5e rendez-vous de l'incubateur du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Cette série de rendez-vous vous est proposée jusqu'au 9 juillet à l'heure du café par l'Europe des projets architecturaux et urbains qui opère le programme Engagé pour la qualité du logement de demain et la Banque des territoires. Donc, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain rassemble 97 projets lauréats depuis 2022, portant tous des ambitions en matière de qualité d'usage dans le logement, en conciliant les impératifs de sobriété écologique et d'excellence architecturale, urbaine et patrimoniale. 20 d'entre eux ont été sélectionnés pour être spécifiquement accompagnés dans le cadre de l'incubateur du programme. Et donc, cet incubateur propose de lever les freins et les blocages à la conception et à la production de logements abordables et de qualité, afin que d'éventuelles solutions juridiques, techniques et opérationnelles puissent être identifiées et expérimentées dans un objectif de réplicabilité des démarches innovantes. Donc, ces rendez-vous de l'incubateur proposent de présenter jusqu'à présent les 6 premières conclusions thématiques issues des travaux de l'incubateur du programme. Donc, pour ce 5e rendez-vous, nous allons parler des matériaux bio et géosourcés. Et pour aborder ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Clément Bozek, chef de projet AMO chez Egis Conseil, Xavier Davy, directeur technique activité bâtiment chez Egis, Henri Pontette, chargé de projet France 2030, des démonstrateurs de la vie durable à la Banque des territoires, et enfin Julien Beller, architecte pour le projet Davoudago, qui est lauréat du programme Engagé pour la qualité du logement de demain à Mamoudzou. Alors, avant de leur laisser la parole, peut-être quelques informations pratiques pour le bon déroulé du webinaire. Nous allons commencer par un petit quiz pour tester nos connaissances, puis je laisserai la parole à nos intervenants, et ensuite, on prendra un temps de questions-réponses. Toutefois, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, je les rassemblerai à la fin de leurs interventions. Donc, on va commencer par un petit quiz. Je vais vous mettre dans la barre de chat le lien pour que vous puissiez jouer. Ah, c'est pas trop vite. Sinon, vous pouvez scanner le QR code le temps que je vous donne le lien. Voilà. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce lien pour pouvoir commencer à jouer. Léo, je pense que tu peux lancer la première question. Alors, quelle est la part mondiale de l'utilisation des matériaux biosourcés? Vous avez 4 choix de réponse, 10%, 20%, 40% ou 70%. À vous de voter. Alors, pour l'instant, les deux réponses les plus plébiscitées sont 20% et 44%. Alors, quelle est la bonne réponse? 20%. Bravo. Deuxième question. Listez les matériaux bio et géosourcés de votre connaissance. Alors, vous pouvez écrire dans le champ, pour rentrer, vous pouvez répondre plusieurs fois. Manifestement, la paille semble faire consensus. OK, merci. Donc, on voit quand même le bois réapparaître à la fin. Plus les mots sont gros, plus le nombre de personnes qui l'ont indiqué est important. Merci Léo. Et donc la dernière question, quelles sont les principales réglementations des techniques courantes? Et vous avez plusieurs choix possibles. Alors, est-ce le DTU, document technique unifié, une ADEX, appréciation technique d'expérimentation, un DTA, document technique d'application, ou des règles professionnelles? Et ou d'ailleurs, vous avez plusieurs choix possibles.
Bon, je pense que le DTU fait consensus là. Et alors, du coup, maintenant, Léo, quelles sont les bonnes réponses? Alors, les trois règles principales réglementations pour les techniques courantes, c'est le DTU, le DTA et les règles professionnelles. Sachant, et je pense que Clément nous en apprendra un petit peu plus dans un instant, latex, en cas d'avis favorable, peut aussi être une réglementation de technique courante, mais il faut qu'il y ait l'avis favorable. Et donc, du coup, je passe directement la parole à Clément pour qu'il puisse nous en dire un peu plus sur l'utilisation des matériaux bioéjectés dans le cadre d'opérations de production de logements. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, alors on va repartir un petit peu des bases. Donc j'ai pu voir les différents matériaux que vous avez listés dans le nuage de mots. Mais pour repartir donc de façon un peu plus générale, un matériau biosourcé, c'est un matériau qui provient de matières organiques renouvelables, de biomasse, de matières végétales, animales. Il y a notamment donc la paille, le bois qui ont été beaucoup listés. Il y a également, par exemple, du chanvre, boîtes de cellulose, des textiles recyclés, de la chaume. Et après, les applications sur les projets de construction peuvent être multiples, à la fois sur de la structure, par exemple, des bâtiments, mais également pour les isolants, et aussi à l'intérieur des bâtiments pour du mobilier, pour des produits de décoration. Et après, donc, les matériaux géosourcés, donc, ils peuvent avoir les mêmes applications potentiellement dans les projets de construction. Par contre, ils proviennent de ressources d'origine minérale, comme par exemple la pierre, également la terre crue. Alors, comme on l'a vu dans la première question du quiz, pour le moment, les matériaux biosourcés représentent environ 20% des matériaux de construction utilisés dans le monde. Alors, la tendance quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de matériaux biosourcés qui sont utilisés, mais voilà, ça reste quand même une part pour l'instant plutôt minoritaire de l'ensemble des matériaux de construction. Alors, ce sont des matériaux qui présentent de nombreux avantages différents. Par exemple, ils peuvent améliorer le bilan carbone du projet, ils peuvent optimiser l'analyse du cycle de vie de l'opération. Ça peut aussi être l'occasion d'utiliser des matériaux présents localement et donc de saisir l'opportunité d'avoir des éléments, des matériaux qui rappellent la région dans laquelle le projet de construction est situé. Et par exemple aussi d'un point de vue plus social, ça peut être aussi l'occasion de développer des savoir-faire des différents intervenants de ce projet de construction. Mais par contre, les matériaux bio et géosourcés rencontrent encore différents obstacles sur les opérations dans le monde de la construction. Donc par exemple, globalement, il y a pour l'instant encore un manque d'informations sur les atouts de ces matériaux-là, des problèmes parfois qu'il peut y avoir aussi au niveau de la structuration des filières locales. Et parfois aussi, il peut y avoir la volonté d'intégrer ces matériaux-là, mais un manque encore de formation des différents acteurs à propos de la mise en œuvre de ces matériaux un petit peu particuliers. Et, euh, donc, au-delà de ça aussi, il y a des matériaux, ou en tout cas l'application qu'on peut en avoir sur les projets qui ne font pas encore l'objet de réglementation ou de différentes normes. Et donc, d'où d'ailleurs l'objectif aussi de ce webinaire, c'est d'essayer un petit peu de faciliter, sécuriser l'introduction, l'utilisation de ces matériaux bio et géosourcés qui sont hors cadre réglementaire pour faire en sorte qu'ils rentrent dans la réglementation et pouvoir être utilisés dans les projets de construction. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Euh, donc, ce schéma qui ne se veut pas forcément exhaustif, mais permet d'avoir déjà une première réflexion sur la façon de mettre en réglementation ces matériaux. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que donc, une fois qu'on a l'idée, voilà, d'un procédé, d'un produit, processus qui est un petit peu innovant, de se demander donc s'il existe déjà ou non, s'il y a comme déjà des choses similaires, si on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau ou non. Donc, par exemple, si on prend que oui, le produit, le matériau existe déjà, il faut se demander est-ce qu'il a déjà un avis technique, c'est-à-dire est-ce qu'il rentre déjà en réglementation ou non. Donc, si oui, il a déjà un avis technique, il n'y a pas de sujet, on est dans un projet classique, mais du coup, là, c'est pas l'objet du webinaire. En revanche, s'il n'a pas encore d'avis technique, ce qui est important, c'est de faire appel à un contrôleur technique pour que ce contrôleur technique puisse définir les justifications qui sont attendues pour obtenir un avis favorable, ou en tout cas pour faire en sorte que
ce produit puisse en fait être utilisé sur le projet en question. Alors, si on passe à la slide suivante, donc de façon générale, quand on est dans ce type de projet qui en tout cas ont des éléments qui sont innovants, il est particulièrement important de faire appel à un bureau de contrôle technique. Alors, dès que possible, le plus tôt possible, ça peut être par exemple en début de phase étude, dès le début de la phase étude. Euh, voilà, en ce sens, après, le bureau de contrôle le contrôleur technique peut définir les étapes et processus qui sont nécessaires pour mettre en conformité ces matériaux particuliers. Alors après, il peut donc, selon l'existence ou non, le moyen de se raccrocher ou non à des réglementations existantes, il y a différentes strates, on va dire, qui prennent du coup plus ou moins de temps et un plus ou moins gros investissement pour pouvoir donc faire en sorte que ces produits, ces processus puissent être utilisés. Donc par exemple, si on prend une première strate plutôt, on va dire, simple avec un moyen de se raccorder à des réglementations existantes, le contrôleur technique peut demander en phase étude que le bureau d'études de la maîtrise d'œuvre fournisse des documents techniques complémentaires, des plans ou des notices techniques. Voilà, ça peut être déjà une première chose. Ça peut être aussi voilà, d'effectuer des essais pour évaluer différentes caractéristiques de ces matériaux-là, résistance, durabilité, sécurité. Donc ça peut être en phase étude, en début de phase travaux. Une strate encore qui demande un autre investissement, ça peut être par exemple que le contrôleur technique demande de réaliser des prototypages, donc dans la continuité un petit peu des essais, mais des prototypages, ça peut être à taille réelle ou à taille réduite, de pouvoir tester vraiment en conditions réelles, pareil, certaines caractéristiques de ces matériaux-là, de voir si l'intégration du procédé innovant fonctionne quand on construit réellement avec un prototype ce sujet. Et donc ensuite, le contrôleur technique en phase chantier peut effectuer des visites comme il le fait déjà dans des missions classiques, demander des rapports d'essai, mais il peut également donc demander des documents complémentaires aussi en phase chantier. Après, si on a encore une strate un peu plus élevée où là, le contrôleur technique peut demander donc de devoir réaliser ce qu'on appelle une ATEX. Donc, c'est une appréciation technique d'expérimentation. Alors, donc il y a plusieurs types d'ATEX. Pour l'instant, on va rester sur cette slide-là. Il y a plusieurs types d'ATEX, type A, type B, type C, qui globalement en fait dépendent déjà de la durée de validité qu'on veut de l'ATEX. Est-ce que c'est une durée limitée, déterminée, ou est-ce que c'est une durée un peu plus, enfin voilà, un peu plus limitée, qui n'a moins de limites? Est-ce que c'est un ATEX qui sera appliqué sur une seule opération ou plusieurs? Voilà, il y a différents types. Et ensuite, il y a encore une strate supérieure qui est la tech, donc l'avis technique, la validation, on va dire, complète, qui permet de rentrer complètement en réglementation. Voilà, mais à laquelle avant il y a eu un ATEX. Pour avoir un ATEX, il faut qu'il y ait eu un ATEX. Pour avoir un ATEX avis technique, il faut qu'il y ait eu avant une ATEX qui a été réalisée. Voilà. Si on repart en arrière, donc dans la slide précédente, donc, si on repart au début sur la première question qu'on s'est posée dans la réflexion, le produit matériau existe-t-il déjà? S'il n'y a vraiment pas du tout de choses auxquelles on peut se raccrocher, donc si on passe du coup plutôt de la partie non, euh, on a donc deux grandes possibilités qui s'offrent à nous pour essayer donc de créer, on va dire, cette innovation. C'est soit de faire appel à un partenaire industriel, donc privé, voilà. Soit de faire un procédé de recherche et développement avec un laboratoire pour qu'il puisse du coup créer une formulation autour de l'innovation souhaitée et avec en deuxième temps une mise en concurrence, enfin, voilà, une recherche d'entreprise qui pourrait commercialiser, enfin produire et commercialiser ce produit. Alors globalement, l'avantage de la première possibilité de la recherche de partenaires industriels, c'est qu'il y a une certaine sécurisation du processus technique, c'est-à-dire que l'entreprise, on lui présente l'idée qu'on a, elle prend en charge complètement, en fait, on va dire, tout le processus en fait de création puis de commercialisation du produit. Donc ça permet du coup que ce soit elle qui gère complètement ce processus avec un planning du coup d'opération qui est maîtrisé ou en tout cas qui a sa charge à elle, à l'entreprise. Donc ça permet également donc, de faire en sorte que ce soit plus rapide. Normalement, l'entreprise a quand même tout intérêt que les choses se passent rapidement pour qu'elle puisse ensuite commercialiser et du coup potentiellement gagner de l'argent sur cette innovation. Par contre, l'inconvénient pour le porteur de projet, c'est que le coût est un peu moins maîtrisé puisque il est possible, par exemple, qu'en phase d'expérimentation, l'entreprise se retrouve à court, on va dire, de financement et qu'elle demande du coup au porteur d'opération de faire des rallonges financières et c'est un peu compliqué du coup de refuser. Les coûts du coup sont moins maîtrisés puisqu'ils sont
un peu à la charge de l'entreprise qui est en train de créer ce produit. Et par contre, il n'y a pas de mise en concurrence non plus, puisque l'entièreté du processus étant à la charge du partenaire industriel, c'est lui qui développe et ensuite c'est lui qui commercialise, donc il n'y a pas possibilité de bifurquer, en tout cas de changer de partenaire. Et à contrario, donc le procédé de recherche et développement avec un laboratoire, euh, donc il y a une mise en concurrence mais maîtrisée, puisqu'une fois qu'on a la formulation du laboratoire, on va dire que la solution en fait revient à la main du porteur du projet qui ensuite peut décider donc de commercialiser, enfin en tout cas de développer avec telle ou telle entreprise. Ça peut permettre aussi une meilleure réplicabilité du produit puisque selon les volontés du porteur de projet, il est possible aussi qu'il puisse transmettre, on va dire, les conclusions des résultats du laboratoire à une multiplicité, on va dire, d'acteurs. Et par contre, le planning d'opération est un peu moins maîtrisé puisque ça se passe en 2 temps. Le laboratoire peut prendre plus de temps puisqu'après lui, il a moins, enfin, il a pas l'intérêt de la commercialisation derrière. Ça peut être plus, le planning est moins maîtrisé et du coup, par conséquent, peut être plus long. Voilà. Si on passe donc à la slide suivante, voilà, encore d'après. C'est ça, celle-là. Donc, en parallèle de tous ces différents procédés qui peuvent être mis en place pour essayer donc d'introduire ces matériaux biogéosourcés dans les projets de construction, il y a donc un autre thème auquel il faut penser assez tôt pour ne pas se retrouver non plus piégé, c'est la question des assurances. Donc, de façon générale, les entreprises qui interviennent sur des projets de construction doivent obtenir des assurances, en l'occurrence les assurances de responsabilité civile et décennale. C'est aussi le cas, bien sûr, pour des matériaux bio et géosourcés. Donc, la tension est encore même plus forte puisqu'ils sont, en fait, donc pour des matériaux classiques, on a en général, donc les assurances sont quand même habituées à travailler sur ce fonctionnement-là, et les matériaux courants rentrent dans des clauses dites de technique courante. Par contre, pour des matériaux un peu plus innovants, on peut rentrer dans des clauses de technique non courante. Et donc, dans ces cas-là, il y a un échange entre l'assureur et l'entreprise. En général, l'assureur donc accepte que donc ces procédés innovants rentrent dans ces clauses-là non courantes, mais monnayant une surprime. Donc, voilà. Globalement, ça coûte un peu plus cher. Et donc, c'est aussi à prendre en compte pour les porteurs de projets le plus en amont possible. Dès qu'on commence à faire des budgets prévisionnels sur les opérations, les coûts d'assurance seront, enfin, il y a des chances que les coûts d'assurance soient plus élevés que d'habitude, puisque du coup, ils prendront en charge ces surprimes liées à des choses qui sortent un petit peu du cadre, mais qui rentrent quand même pour les assurances dans les techniques non courantes. Et donc, pour relier un petit peu au conseil précédent sur le bureau de contrôle technique, les assurances se basent quand même sur les avis qui sont émis par les contrôleurs techniques, le contrôleur technique du projet. Euh, En fait, le respect quand même du procédé, enfin du processus mis en place par le contrôleur technique permet quand même aux assurances d'être assurées et de comprendre que donc les procédés innovants rentrent dans les techniques non courantes. Parce que si on ne suivait même pas ce que dit un contrôleur technique, on n'aurait pas cet aspect réglementaire qui rassure les assurances, et les assurances pourraient refuser d'intégrer ces procédés-là dans les techniques non courantes. Ils pourraient refuser carrément d'assurer en fait le projet. Donc, si on poursuit, il y a un autre sujet aussi auquel il faut penser au moment où on essaie de mettre en place le, la mise en réglementation des matériaux biogéosourcés. Donc, dans la slide suivante, c'est la question donc de la propriété intellectuelle. Est-ce que le porteur de projet a envie que la réplicabilité du produit soit importante ou non, etc. Euh, alors, en général, c'est plutôt dans les projets industriels, on parle de brevet d'invention. Ça permet donc d'avoir un titre de propriété d'une invention technique, qui apporte une solution à un problème. C'est une solution qui n'avait jamais été développée auparavant. Alors, les inconvénients, en tout cas, ce qui fait que souvent ce brevet d'invention n'est pas utilisé dans les projets de construction, c'est que c'est un process qui prend du temps de pouvoir valider une innovation en tant que brevet d'invention, et c'est aussi coûteux. Ça coûte régulièrement de l'argent, donc souvent un projet de construction étant unique, c'est pas la solution qui est utilisée. Alors, sachant que, comme c'est précisé dans la slide, à noter, l'avis du contrôleur technique n'est pas lié au brevet d'invention. On peut avoir un brevet d'invention, finalement. Avoir un brevet d'invention pour quelque chose ne veut pas dire qu'il sera forcément validé par un bureau de contrôle technique. En général, ce qu'on utilise sur un projet de construction, c'est souvent un accord de confidentialité. Ça permet quand même de protéger, pardon, le concepteur, en tout cas la personne enfin l'entité qui a créé, qui a développé l'innovation, et
fait signer un accord de confidentialité aux intervenants du projet, ce qui permet du coup de pouvoir discuter, contractualiser avec ces autres interlocuteurs-là de l'opération sans que l'innovation fuite trop tôt en tout cas, parce que souvent quand même on développe pour que sur un projet de construction, on ait quelque chose d'innovant. Et voilà, avoir un accord de confidentialité, ça peut être une solution pour avoir une certaine discrétion, tout en permettant quand même plus tard aux porteurs de projet de pouvoir répliquer et transmettre aussi cette innovation à d'autres projets, à d'autres entités. Et voilà. Alors, la slide suivante, donc, ce sera donc un exemple du coup d'accompagnement que nous, Egis, on a eu avec une des opérations incubées du programme. Donc, c'est un projet d'habitat intergénérationnel qui est situé à Cancale. Donc, c'est un projet porté par l'association Vivons Ensemble avec l'agence d'architectes Rotuno Jossman associée à 2,5. Et donc, l'innovation de l'opération consiste en la mise en œuvre d'un béton d'huître non réglementé. Donc, en fait, l'objectif, c'est de remplacer une partie des agrégats du béton par des coquilles d'huîtres concassées. Les huîtres aussi étant un matériau local autour voilà, de la région de Cancale, on peut potentiellement acheminer des huîtres plutôt facilement sur voilà, le site. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'utiliser un matériau régional. Donc, rapidement, nous, on a mis en place sur l'opération un contrôleur technique qui a considéré que l'usage de coquilles d'huîtres est une technique qui est non conventionnelle sans avis technique. Donc là, on rentre en fait, quand par rapport à l'arc qu'on avait tout à l'heure, on rentre vraiment dans le non dès le départ. Et donc, il y avait voilà, globalement le choix entre faire appel à une entreprise privée ou faire appel à un laboratoire pour une formulation. Donc, c'est plutôt la deuxième solution qui a été choisie, donc de faire appel, voilà, d'avoir un travail donc qui est encore en cours avec un laboratoire pour essayer d'avoir une formulation la plus élevée possible, en tout cas d'avoir le plus possible de remplacement d'agrégats par des coquilles d'huîtres. Voilà, donc c'est un travail en cours. Et bien sûr, en parallèle, donc il y aura les questions d'assurance dont j'ai parlé, et aussi les questions de propriété intellectuelle, de voir globalement plutôt dans un objectif de réplicabilité, mais c'est aussi des questionnements qui sont en cours. Voilà. Donc pour conclure, donc dans la slide suivante, les points voilà, principaux à retenir qui permettent d'avoir un peu voilà, c'est un peu des bonnes pratiques générales pour pouvoir faciliter, pour pouvoir sécuriser, introduire des matériaux biogéosourcés qui sont hors cadre réglementaire. Donc de désigner un contrôleur technique qui est quand même voilà l'entité dans les projets de construction qui a cet aspect, enfin voilà, cet aspect réglementaire. Donc le désigner le plus tôt possible dans l'opération pour qu'il puisse ensuite définir une stratégie de mise en réglementation du procédé innovant, des justificatifs complémentaires, un ATEX peut-être, intervention de laboratoire, enfin voilà, voir un petit peu ce qu'on peut faire, donc en concertation avec ce contrôleur technique. Et donc voilà, 2 autres sujets importants, c'est la question des assurances qui n'est pas négligée, qui est à prendre en considération plus tôt que prévu même, voilà, essayer de voir si les assurances pourront bien prendre en charge, ces procédés, ces dispositifs innovants dans les assurances, souvent monnayant un surcoût. Et enfin, la question de la propriété intellectuelle, de voir un peu est-ce qu'on permet la réplicabilité, est-ce qu'on essaye de faire un brevet, bon, voilà. Merci beaucoup Clément pour ce cadrage très clair. On va évidemment vous mettre dans le chat le lien vers la note qui reprend tous ces éléments. Il nous semblait important, et Clément l'a déjà abordé dans la diapositive précédente, de pouvoir aussi illustrer et d'avoir un retour aussi de la part d'opérationnels. Vous l'avez, pour ceux qui suivent assidûment les rendez-vous de l'incubateur, le dernier rendez-vous était sur l'habitat intergénérationnel, et donc on avait le point de vue de l'association Vivons Ensemble, pas sur les processus de construction, mais plutôt sur le montage d'une opération d'habitat intergénérationnel. Effectivement, on voit aussi la question que pose tout le travail avec le laboratoire, et le sujet que vous abordiez Clément sur le calendrier qui peut s'étirer un petit peu quand on expérimente, mais c'est aussi le cadre de ce programme que d'expérimenter. Et donc là, je voudrais passer la parole à Julien Beller, qui est lauréat du projet Dago qui est à Mamoudzou, qui est normalement est en ligne, pour justement nous donner un peu son point de vue. Alors, il a été aussi accompagné par Régis dans le cadre de son projet, sur des matériaux, notamment de construction en bambou.
Julien, je sais qu'il est là. Oui, bonjour Lola, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Très bien. Très bien. Bon, c'est pas plus mal que j'ai pas la vidéo parce que je suis en 4G, donc effectivement, je suis installé à Mayotte et je vais vous toucher quelques mots sur ce projet qu'on appelle Davudago, qui en Shimaoré, qui est la langue locale, veut dire une maison en herbe. Alors, bon, bah, Mayotte, située dans le canal du Mozambique, loin de la métropole, et pourtant un département français, donc un contexte réglementaire français qui s'applique, et une distance. Donc, les projets NF ou européens doivent beaucoup voyager pour arriver jusqu'ici, donc ça pose d'autant plus de questions. On a donc notamment des coûts de la construction qui s'envolent ces dernières années parce que les trajets sont bloqués, la guerre ici ou la guerre là. Voilà. Donc la question de l'origine des matériaux de construction est prégnante et je dirais essentielle ici pour arriver à construire de manière raisonnable, mais je dirais même simplement à construire tout court. On a un gros manque de logements sur l'île. On considère qu'il y a 100 000 personnes vivant en bidonville. Donc, ça fait plus de 25 000 logements à faire tout de suite avec une croissance démographique galopante. Donc, voilà, on court derrière et on y arrive difficilement. Euh, Autre fait important, c'est le fait que la grande majorité de la population est très pauvre, vit sous le seuil de pauvreté. Et du coup, moi, j'ai abordé la question notamment des matériaux à travers ce que je qualifierais de développement économique local. C'est-à-dire que d'utiliser des matériaux d'ici va faire travailler des gens d'ici et des gens d'à côté. Et donc ça, dans je dirais une boucle souhaitable de l'acte de construire, qui construit un bâtiment, mais aussi une communauté et une société. Il me semble essentiel de ramener le travail au plus proche du chantier. Une deuxième chose que je voulais vous faire remarquer suite aux précédentes interventions avec lesquelles je suis bien sûr tout à fait d'accord, c'est le biosourcé et le géosourcé. Ça veut bien dire que c'est des matériaux disponibles ici et moi, comme je l'entends bien souvent, c'est peu transformé. Donc, c'est bien souvent des techniques qui ont déjà été utilisées dans le passé. Voilà, la terre, la pierre, le bois, les herbes, donc le bambou, etc. Nombre de techniques ont été utilisées dans le passé. Alors, c'est vrai que le passé en France métropolitaine, il paraît plus lointain que ici à Mayotte, où on est entouré de pays africains qui construisent encore de manière dite passéiste et qui malheureusement dans la société moderne et contemporaine sont des techniques vues comme dépassées. Et il y a une sorte d'appel de la société à construire en béton, pour faire clair, et à ne plus construire en terre, alors que c'était bien plus durable. Alors c'est vrai qu'en métropole, on revient à ce type de technique, parce qu'on a fait un parcours, on se rend compte des différents impacts. Dans les territoires comme ici, on ne s'en rend pas encore très compte, mais ça existe plus. Du coup, il me semble qu'il y a un enjeu à essayer d'accélérer pour éviter de tout oublier et de plus avoir les savoir-faire au local. Donc, le projet qui a été engagé pour la qualité du logement de demain, c'est un projet de logement dans lequel on met en œuvre de la terre sous forme de torchis et du bambou en ossature. Donc, on a fait de nombreux allers-retours avec le bureau de contrôle, comme le disait Clément de Aegis. Bien sûr, le bureau de contrôle Ah, j'ai l'impression qu'on a. était dans la boucle tout de suite, dès les premières phases de développement, pour ajuster le projet et l'utilisation de ces techniques que je qualifierais de non conventionnelles, même si... Vous m'entendez, pardon? J'ai eu un petit bug. C'est bon, Oui, ça marche. c'est bon, c'est revenu. Donc, je dirais donc des techniques non conventionnelles, non courantes, comme ça a été redit. C'est le terme qu'il faut utiliser auprès des assureurs. Mais il faut arriver à placer ces techniques au bon endroit dans le projet pour que ça passe pas trop difficilement. Voilà, on n'a pas toujours les moyens de faire une ATEX, on n'a pas toujours le moyen
de faire des tests en laboratoire. Je vais donner un exemple un peu à la con, mais si on utilise de la terre en enduit intérieur, il n'y a pas d'enjeu, donc on va pouvoir l'utiliser. Et en fait, en mettant en œuvre à des endroits comme ça, on fait bouger, je dirais, la pensée collective et petit à petit, on arrive à ancrer ces techniques dans la réglementation. Donc nous, le bambou, on l'utilise quand même en structure pour faire toute la charpente. On l'utilise aussi en latis pour faire la structure secondaire de nos murs en torchis, qui sont des murs de refend. Par contre, pour des raisons, alors ici on est en zone sismique et cyclonique, donc on a une structure principale en béton, poteau, dalle, béton, et le torchis, il vient faire remplissage. Et le bambou, il vient faire charpente, donc tenir la couverture et tenir les façades. Et c'est pour vous donner l'exemple de trouver l'endroit. Il y a des compromis à faire aujourd'hui pour arriver à mettre en œuvre ces techniques dans un projet. Euh, Bon, vous l'avez compris, moi, quand je mets en œuvre ces techniques, dans le projet d'Avudago par exemple, c'est bien sûr pas des produits industriels. Et du coup, il y a un peu de difficulté sur ce qu'on peut appeler le contrôle qualité, le fait que le matériau soit normalisé. On a eu l'exemple ici avec la brique de terre compressée. Quand on fait un parpaing, il sort, on connaît exactement la teneur en ciment, etc. On connaît précisément les caractéristiques du parpaing. Quand on fait une brique en terre compressée, on n'a pas forcément la même terre, on n'a pas forcément les mêmes adjuvants. Et du coup, il y a toujours, je dirais, une petite incertitude sur le contrôle qualité. Et cette incertitude, elle peut être levée par des machines, mais elle doit surtout être levée par l'homme, celui qui met en œuvre, celui qui fabrique. Il doit être présent. L'humain, dans ces techniques, redevient essentiel dans la chaîne. Et il faut du coup avoir des gens formés. On ne peut pas avoir des gens sous-formés qui vont mettre en œuvre ces techniques. Il faut des gens formés qui connaissent ces matériaux et qui, lors de la mise en œuvre ou lors de la fabrication du matériau, vont avoir un contrôle qualité au fur et à mesure. Ah tiens, là, il faut que je bouge un petit peu la recette parce que cette terre, il y a plus de sable ou moins d'argile. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important de le dire. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on est obligé de refaire confiance à l'ouvrier, à l'humain, à la compétence du constructeur, bien souvent, dans ces techniques qui, je disais, ben, pour celles que j'utilise, sont des techniques plus qu'ancestrales, qui ont bien sûr existé avant tout contexte réglementaire. Donc, il est souhaitable, bien sûr, que le contexte réglementaire mette en place des DTUE, des règles pro, etc., pour accompagner ces mises en œuvre. En attendant, et je pense que c'est là que se place le projet d'Avodago, il faut faire des projets exemplaires pour qu'on puisse avoir des retours d'expérience. Je reprends l'exemple de la brique de terre compressée hein, qui existe depuis, qui est utilisée depuis une quarantaine d'années à Mayotte. L'avantage, c'est que c'était pas un département français, donc il y avait beaucoup plus de possibilités en termes de techniques constructives. Et ben, depuis 40 ans, on a des bâtiments qui tiennent debout. Du coup, depuis 2 ans, grâce au travail de l'association Arter notamment, et grâce à ces retours d'expérience, il y a une règle pro qui est sortie. Donc aujourd'hui, sur le torchis, sur le bambou, qui sont les techniques que je mets en œuvre dans Davudago, on est à ce début il faut faire des projets, il faut prendre ceinture et bretelles, il faut faire des compromis, comme l'ossature principale en béton que je citais dans notre projet, pour que petit à petit, on puisse avoir des retours d'expérience qui vont convaincre aussi bien les bureaux de contrôle que le législateur et que les assureurs. Donc, moi, pour arriver à ce faire, je suis obligé, par exemple, d'aller chercher un bureau d'études structures en Indonésie, parce qu'ils savent calculer des structures en bambou et leur tenue au cyclone et au sismique. Alors voilà, donc il faut que je traduise les trucs pour arriver à le faire faire. Et donc on est obligé de chercher des savoir-faire en dehors de notre contexte réglementaire pour faire les choses bien. Parce que l'idée, même si on est en dehors, on va dire, de la technique conventionnelle, c'est de quand même être dans les règles de l'art. Merci, merci Julien.
je pense que bah, c'est vraiment bien d'avoir pu avoir votre point de vue et votre retour sur ce projet en particulier, ce que ça évoque aussi en matière des questions sur le savoir-faire local. Et donc, je voudrais passer justement la parole à Henri Pontet qui, lui, accompagne les démonstrateurs de la vie durable, qui sont pas tout à fait comme le programme Engagé pour la qualité du logement de demain, mais plusieurs sur le territoire. Est-ce que ces questions de ressources locales, que ce soit en termes de matériaux et de savoir-faire, sont aussi des questions que vous retrouvez auprès de ces démonstrateurs? Bonjour à tous. Effectivement, donc, je travaille sur le programme France 2030 démonstrateur de la ville durable, qui est un programme de l'État et qui opéré par la Banque des Territoires et qui vise à soutenir l'innovation dans les opérations d'aménagement. Et donc, on accompagne 39 opérations sur des territoires et des contextes très différents. On accompagne un certain nombre de grandes métropoles comme Nice, Bordeaux, Nantes, mais aussi des villes plus petites comme Saint-Paul-les-Romans, Saint-Hilaire-de-Bretema avec la SPL 30 qui est représentée aujourd'hui, et Saint-Nazaire, etc. Et donc sur des thématiques assez variées hein, qui peuvent avoir trait par exemple à la transformation des zones commerciales, la création de boucles d'autoconsommation collective, la question notamment des méthodes de dépollution in situ. Et on travaille notamment donc sur la question des matériaux biosourcés avec de grandes métropoles hein, comme Nantes et Strasbourg qui résonnent voilà, sur de grosses actes de 600 à 1000 logements pour vraiment massifier l'utilisation des matériaux biosourcés, mais aussi sur de plus petites opérations, hein, comme je le disais à l'instant, avec Saint-Hilaire-de-Bretema, où on est sur des programmes plus petits de 30-40 logements, mais effectivement avec un souci assez fin d'avoir un sourçage local des matériaux et par exemple le bois de Cévennes. Le premier message que je voulais faire passer aujourd'hui, bah, c'est d'abord un message d'enthousiasme. Je trouve qu'on vit une période assez exceptionnelle dans la construction qui évolue assez vite. On était tellement habitués à voir des chantiers avec des structures en béton et des isolants issus de la pétrochimie. Et de plus en plus, on va avoir voilà, des isolants biosourcés, petit à petit des éléments de façade biosourcés, et puis on ira après de plus en plus sur les éléments de structure aussi biosourcés, et notamment bois. Et je trouve que le programme EQLD est une excellente illustration hein, de la mobilisation de tous les acteurs partout en France sur ces questions. Et partout, je vois énormément d'enthousiasme, notamment, voilà, un très très bel exemple, c'est celui de la filière paille, qui a pour mode opératoire la convivialité et puis vraiment un souci de former correctement les gens en disant que voilà, c'est à travers des réalisations réussies qui convaincront tous les acteurs à utiliser ces matériaux. Le deuxième message qui me semble important et pour prendre un petit peu à contre-pied le titre de la note en cube, c'est de dire qu'on peut d'ores et déjà faire beaucoup de choses en respectant le cadre réglementaire et les techniques courantes actuelles. Sur des filières assez matures comme le bois, la paille, la chanvre, voilà, sur des immeubles de moyenne catégorie, il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites et de manière très intéressante avec les matériaux biosourcés avec quelques précautions et conditions. La première, je pense, et tout le monde est plus, à mon avis, d'accord autour de la table, c'est de se faire bien accompagner. Et je pense que notamment l'accompagnement qui a été mis en place sur Nantes et Strasbourg a vraiment été très utile pour définir le bon niveau de prescription. Et ça, on pense que c'est vraiment une étape cruciale pour réussir un matériau biosourcé, c'est de définir voilà, les bonnes prescriptions. Et ce qu'ils ont fait sur Nantes et Strasbourg, c'est que d'un côté, ils ont mis les innovations qu'ils souhaiteraient développer, les techniques, l'état de l'art sur les techniques courantes et non courantes, et puis une sorte de grille de surmontabilité pour se dire, voilà, ça c'est innovant, est-ce qu'on peut y arriver de manière facile, moyennement facile, très compliquée, et comme ça de fixer la bonne ambition pour être sûr qu'elles seront tenues tout au long de la chaîne. La deuxième condition, et ça a été rappelé sur les deux présentes interventions, c'est de mettre assez tôt dans la boucle le contrôleur technique et comme c'est écrit dans le chat de discussion, éventuellement même dès la phase concours, parce que voilà, ça facilite beaucoup les choses derrière. Plus ils seront tôt dans le processus, plus ils seront ouverts à étudier voilà, des dérogations ou en tout cas des techniques un peu moins conventionnelles. Et puis, le troisième aspect qui nous paraît vraiment essentiel,
c'est celui du rôle des maîtres d'œuvre et en particulier des architectes pour à nouveau s'assurer que les prescriptions et les propositions qui sont faites au moment de la phase concours sont bien réalistes, et puis de s'assurer de leur mise en œuvre jusqu'à la livraison du chantier. Et ça, évidemment, dans certains cas, ça peut être facilité par des missions complètes qui sont confiées aux architectes. Et on le voit dans certains projets, la maîtrise d'œuvre va fournir tout au long du chantier des certificats pour garantir à la fois les volumes, l'utilisation de matériaux biosourcés en volume, mais aussi la provenance géographique des matériaux qui sont utilisés dans la construction. Après, bien évidemment, comme ça a été cité dans les deux principaux interventions, et notamment sur le projet Mayotte, on peut essayer de sortir du cadre réglementaire, et éventuellement en passant par des industriels. Ça suppose néanmoins, pour travailler avec des industriels, de leur donner un volume suffisant de commandes pour qu'ils aillent s'engager dans un processus de certification. Et c'est notamment ce qui a été fait sur un projet qu'on suit sur La Rochelle, qui est porté par Aquitanis. Et Aquitanis avait voilà, des fortes ambitions sur l'utilisation de la paille adossée à une façade en ossature bois. Et ce processus constructif, il n'était pas totalement prêt. Et donc, ils ont travaillé de manière assez étroite avec la coopérative Yellow en leur disant, voilà, nous, c'est un mode constructif qu'on aimerait beaucoup développer. Aujourd'hui, on a de la visibilité sur 600 premiers logements, mais à terme, on pense que ce sera plus important. Et donc, voilà, ils ont travaillé main dans la main avec Yellow pour à la fois obtenir tous les attextes nécessaires et puis aussi pour former les professionnels à la pose de la paille hachée. Et puis troisième point important, c'est que voilà, c'est bien de mettre en place l'utilisation des matériaux biosourcés. Et puis il faut aussi y aller étape par étape hein, sur les modes les plus émergents. Et voilà, si c'est des filières vraiment très très émergentes comme l'ortie, voilà, il faut parfois mieux commencer de manière assez simple et puis apprendre petit à petit et puis entraîner au fil de l'eau tous les acteurs de la chaîne constructive. Ne pas oublier les promoteurs également qui ont un rôle majeur à jouer sur ces questions. Merci beaucoup, Henri. Alors, le temps file parce qu'il est 14h15 déjà. Donc, on va finalement conclure. Alors, peut-être juste, je rebondis sur le fait que le projet à Bongraine, à La Rochelle, que vous venez d'évoquer, est aussi lauréat engagé pour la qualité du logement de demain sur notamment c'est le processus constructif, mais aussi sur tout le processus de participation des habitants. Euh, un programme d'expérimentation, il est effectivement aussi là pour pousser les curseurs un peu plus loin en termes d'innovation et de tester des choses et donc a fortiori des techniques non courantes et pouvoir peut-être après analyser, c'est tout l'enjeu de ce programme, d'analyser le potentiel de réplicabilité de ces solutions et de voir celles qui justement auraient vocation demain à devenir des techniques courantes avec des règles professionnelles. C'est tout ce qu'on va regarder à l'échelle du programme engagé pour la qualité du logement de demain. On voit bien que sur certains territoires, il est nécessaire d'en développer, peut-être d'autres sur lesquels le pragmatisme fait qu'il faut s'appuyer sur les ressources déjà existantes avec les techniques courantes existantes. En tout cas, merci beaucoup à nos intervenants pour la précision de vos propos et nous avoir éclairés sur ce sujet. Un élément que vous voyez à l'écran, c'est la dernière date de ce premier cycle. Il y en aura d'autres en fin d'année sur le sujet de projets de réhabilitation portés par des privés et voilà, l'épineux sujet de l'équilibre financier de ce type d'opération. Vous pouvez retrouver toutes les notes en cube disponibles sur l'espace ressources du site engagé pour la qualité du logement demain. Vous avez le QR code, mais je vous ai aussi mis dans le chat les liens vers les projets et la note en cube sur les bio et géosourcés. Et vous trouvez aussi les replays de ces webinaires sur la chaîne YouTube du programme. Donc, je vous souhaite, avec 2 minutes de retard, un très bel après-midi et merci encore à nos intervenants de nous avoir éclairés aujourd'hui. Au revoir.